voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Ici présent avec nous aujourd'hui, Monsieur Aberkan Omar, pour parler des libertés et de la citoyenneté en Algérie. Monsieur Aberkan Omar, bonjour. Bonjour madame, bonjour à vos auditeurs, bonjour à mes amis révolutionnaires, bonjour à tout le peuple algérien. Monsieur Aberkan, vous êtes universitaire militant pour les libertés universelles reconnues et membre actif du collectif Alliance pour les libertés et citoyenneté. Pourriez-vous nous parler un peu de ce collectif ? Alors, c'est un collectif qui est né avant le 22 février. Il a maintenant presque une année d'existence. Il concerne un groupe d'amis au départ, d'une dizaine de personnes, militant justement pour ces libertés. Et nous avons convenu d'un commun accord de commencer à préparer ce collectif-là en vue de revendiquer les libertés et aussi la citoyenneté, pour essayer d'apporter notre brique à la construction d'un État moderne, d'un État libre, d'un État citoyen. Et vous êtes actif depuis combien de temps maintenant ? Alors maintenant, ça fait une année à peu près, presque 2 ans que nous sommes actifs. Je dois dire que le mouvement du 22 février, donc la révolution qui est en cours, a renforcé notre collectif puisque des contacts ont été pris par des manifestants pacifiques qui trouvent l'idée merveilleuse puisqu'il s'agit de construire un État libre, un État citoyen, un État de droit, un État civil, un État démocratique. Comme première question, je vais vous poser, qu'est-ce que la liberté universelle ? Alors avant de répondre, je profite de cette occasion, puisqu'il s'agit de liberté, de demander la liberté inconditionnelle des détenus politiques et leaders d'opinion, des journalistes et des manifestants de la révolution en cours. Elle s'impose d'elle-même. Les libertés universelles, ce sont les libertés en fait qui sont consacrées dans la Charte des droits humains, reconnue par la Société des Nations, par les Nations Unies et ratifiée par l'Algérie. Il y a ce qu'on appelle les libertés individuelles, les libertés collectives et les libertés politiques, les libertés d'expression, etc. Donc ce sont toutes ces libertés, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je dois dire, cette carence existe chez nous. Puisque nous vivons dans un état répressif, puisque la liberté est le contraire de l'esclavage, de l'aliénation, de la soumission et de l'interdit. Notre pays, depuis l'indépendance à ce jour, a privilégié donc la répression à la liberté, l'emprisonnement à la liberté, la corruption à la liberté, les pressions, l'aliénation. Il faut dire que le système de parti unique a fécondé, on va dire, tous les interdits pour le pays, puisque le système de parti unique a fécondé une langue unique, donc il n'y a pas de liberté culturelle, a fécondé une religion unique, puisqu'il y a l'hégémonie d'une seule religion sur l'ensemble des religions qui pourtant existent dans notre pays, l'hégémonie linguistique, puisque les autres langues, elles ne sont pas, on va dire, elles sont reléguées au 3e rang. Donc tout cela a fait qu'on a, on a encouragé l'intolérance. Et l'intolérance est un moyen par excellence pour empêcher l'expression libre des citoyens. Et quels sont les droits universels de l'homme ? Alors, les droits universels de l'homme, d'abord le droit d'exister, le droit à la vie, ça c'est déjà un droit universel. Le droit de penser, le droit d'opinion, le droit de religion. Donc, ce sont des droits inaliénables. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on va dire comme droit ? Les droits de constituer un parti, les droits politiques qui sont importants, d'association. Les droits culturels, les droits linguistiques, les droits civiques, tous les droits civiques, nationalité, droit de vote qui est très important.
Or, chez nous, justement, à propos du vote, depuis l'indépendance à ce jour, la fraude électorale a prévalu par rapport à... On ne respecte pas le vote des citoyens et des individus, ce qui a conduit le pays à l'impasse d'aujourd'hui, puisque toutes les personnes sont désignées, elles ne sont pas légitimes. Elles ont été désignées et non élues par le peuple. Et quelles sont les principales libertés fondamentales? Alors, liberté, par exemple, liberté de circuler, par exemple. Alors, comme vous voyez, dans notre pays, avec tous les barrages qu'il y a depuis maintenant plus de 30 ans, l'Algérien ne peut pas circuler d'une wilaya à une autre avec facilité. On va dire, les libertés fondamentales, ce sont les libertés consacrées juridiquement par un État de droit et un État démocratique. C'est-à-dire, elles tirent l'essentiel. L'essentiel de ces droits sont consacrés dans la Charte des droits de l'homme. Donc, on va pas tous les lister puisque il s'agit des droits civiques, des droits politiques, des droits sociaux, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, droit au travail. Or, tous ces droits-là ne sont pas tout à fait respectés dans notre pays puisque, par exemple, le droit au logement, les logements sont donnés par piston, par rechoix, etc. Il y a des pans de société qui sont laissés pour compte, qui n'ont pas bénéficié de logement depuis des décennies. Et pourtant, le besoin se fait ressentir à tout moment. Le droit au travail. Il y a que les gens pistonnés qui ont des postes de travail dans les grandes entreprises. On prend la Sonelgaz, la Sonatrach, Air Algérie, etc. Vous allez trouver que les fils de la SABA qui occupent les postes. C'est pour ça que dans le Sud, il y a des revendications des citoyens du Sud qui demandent à être embauchés par les entreprises nationales et étrangères qui travaillent dans le Sud, mais ils n'arrivent pas à trouver un emploi. À mon avis, c'est le principal, mais l'ensemble des droits fondamentaux, ils sont consacrés dans la Charte des Nations Unies. Bon, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais on parle en général. Mais on parle en général, et je dis exactement ce qui touche, ce qui fait mal dans ce pays, puisque on n'avance pas et notre société n'est pas apaisée par rapport à cette injustice qui est flagrante. D'accord. Et quelles sont les valeurs de la citoyenneté? Alors, les valeurs de la citoyenneté, bon, c'est le civisme. Le civisme, alors, tout citoyen doit respecter les règles et droits de sa patrie, de son État. Mais ceci dit, il ne peut les respecter que si ceux qui sont censés diriger ce pays le respectent. Or, c'est les premiers à marcher sur les lois de ce pays. Ce sont eux qui font les lois et ce sont eux qui les piétinent. Comment voulez-vous qu'un citoyen lambda respecte le civisme? La civilité, c'est le respect d'autrui, c'est la politesse, c'est le bien-être, c'est l'harmonie qui existe entre les citoyens. Et vous avez la solidarité. La solidarité, bien sûr, elle est fondamentale pour la cohésion sociale. La cohésion sociale, elle a besoin d'entraide, elle a besoin les gens doivent s'entraider, doivent se soutenir, doivent s'entraider. Et ça, c'est une valeur qui ne fait que renforcer la cohésion sociale et la communauté nationale. Et quels sont les différents types de droits des citoyens? Alors, les différents types de droits des citoyens, je pense qu'on peut les répartir en 2 ou 3 catégories. Les droits civiques, un droit de nationalité, droit de se marier, etc. Et puis il y a le droit de vote, c'est un droit civique, le droit de témoigner, le droit d'être tuteur, le tutorat, etc. Et puis il y a les droits politiques, c'est-à-dire et les droits d'association, qui vous permettent de créer des partis politiques ou bien de faire partie d'un parti politique, de créer une association ou d'être membre d'une association. Ce sont des droits, on va dire, collectifs. Et puis, un des droits fondamentaux pour une société qui avance, c'est la liberté d'expression. Dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas le droit à l'information, c'est un pays qui est voué à l'échec, puisqu'on lui cache les vérités. Il n'y a que la vérité qui fait avancer les choses. Et quelle est la différence entre citoyenneté et nationalité? Alors, citoyenneté et nationalité. En général, ils se confondent. Quand on a une nationalité algérienne, normalement, on est aussi citoyen algérien. Cependant,
Si on prend la loi concernant les binationaux, par exemple, si on prend les binationaux, eh ben, ils perdent leur nationalité puisqu'ils ne peuvent pas occuper des postes de souveraineté. Donc là, ils ne sont pas citoyens à part entière algériens. Donc ils perdent un certain nombre de droits. Et à partir ils sont mutilés. Les femmes, quelque part aussi, sont mutilées parce qu'elles sont pas légales, elles sont pas égales dans notre constitution et nos lois. La femme n'est pas égale en droit avec l'homme. Oui, donc c'est un problème. Donc la femme aussi, elle est mutilée d'un certain nombre de droits, donc elle n'est pas citoyenne à part entière. Et donc notre objectif, nous, la LC, c'est justement de rétablir cette citoyenneté pour tout le monde, pour que tout le monde soit égaux en droit et devant la loi. Ça, c'est très important. Et qu'ils bénéficient et jouissent de tous leurs droits, privilèges et devoirs aussi, parce que il y a les droits et les devoirs. C'est ce qui fait un État de droit, un État moderne, un État qui avance. On vient de parler de citoyenneté, de liberté et de droit. À votre avis, est-ce que les Algériens sont au courant de ces droits et de ces libertés ou pas? Il me semble qu'il y a quand même... Est-ce qu'ils connaissent leurs droits, leurs libertés, leur citoyenneté? Vous savez, le régime algérien a tout fait pour saper la connaissance des droits des citoyens, parce que l'école, elle a été faite dans le sens à former des sujets et non des citoyens. Alors, quand on forme des sujets, vous savez bien que la liberté implique l'émancipation. Donc, la liberté, c'est quoi? C'est le pouvoir de décider et d'agir sans contrainte. D'accord? Mais le pouvoir algérien, avec ses instruments d'éducation, a fait que dans les programmes, par exemple, il n'y a pas cet enseignement de l'éducation civique. Donc, on ne leur apprend pas leurs droits. Et c'est voulu, parce que quand quelqu'un est maintenu dans l'ignorance, on fait de lui ce qu'on veut, puisqu'il ne peut pas revendiquer des droits qu'il ne connaît pas et qui sont pourtant les siens. Donc, le système éducatif doit être revu pour que tout le monde soit instruit de ses droits et de ses devoirs. C'est très important. Donc, on va dire que la majorité des Algériens ne maîtrisent pas leurs droits, mais la prise de conscience qu'on a vue dans le Hirak a démontré que le peuple algérien n'est pas dupe. Il n'est pas dupe et il y a une conscientisation dans ce domaine qui nous amène à dire que le peuple algérien, une chose est certaine, il demande la liberté. Et en demandant la liberté, je crois que c'est un grand pas vers la connaissance de ses droits. Puisque la liberté, elle est fondamentale, elle est inaliénable. On ne peut pas la donner, c'est une valeur inaliénable qu'on ne peut pas donner. Et par conséquent, il y a de l'espoir dans ce domaine. Et nous nous attelons justement, à travers notre ALC, à permettre à tout Algérien de prendre connaissance de ses droits. D'accord. Et quelles sont vos principales actions que vous faites? Alors, pour l'instant, on se contente de mobiliser les gens, de leur expliquer, de les sensibiliser. Mais le jour venu, nous allons essayer d'y travailler dans le sens des droits humains et des libertés fondamentales. Et par conséquent, nous sommes là pour bâtir un État de citoyens, un État moderne. Et par conséquent, nous sommes tenus par un programme qui est orienté vers les citoyens de façon à ce qu'ils se prennent en charge, à ce qu'ils revendiquent leurs droits, à ce qu'ils ne se laissent pas faire, à ce qu'ils contribuent à bâtir ensemble un pays de droit. D'accord. Et actuellement, vous le faites comment? Actuellement, nous le faisons par sensibilisation, en discutant en groupe assez souvent. Il y a des rencontres. Et parfois, il y a des associations qui nous reçoivent et nous permettent d'organiser des réunions de sensibilisation et même, je dirais, des communications dans ce domaine. D'accord. Et est-ce qu'il y a une certaine réceptivité des jeunes, des catégories des personnes qui sont réceptives à ce genre de débat, de réunions et tout? Absolument. Ils sont avides de savoir. Ils sont même entreprenants et engagés pour aller loin dans ce domaine parce que d'abord, grâce aux réseaux sociaux, il faut le dire, aux nouvelles technologies de l'information et télécommunications, le jeune Algérien n'est pas en reste dans le monde.
Hein, ils s'informent, ils s'intéressent à travers Internet, à travers les médias, de tout ce qui l'entoure, de ses droits. Ils se sentent justement par rapport au monde, ils se sentent en retard et frustrés. Alors, on a tellement parlé que les jeunes Algériens ont été un certain temps démissionnaires côté politique, mais maintenant, depuis le Hirak, ça a changé. Ça a totalement changé et c'est ça l'espoir de l'Algérie. Le peuple algérien a démontré d'abord qu'il n'est pas hors du coup, hein, qu'il est politique et qu'il est soucieux de son avenir. Il veut prendre en main son destin. Et pour prendre en main son destin, il veut le faire bien. Il veut le faire bien avec des hommes qui les représentent, avec des hommes et des femmes, bien sûr, davantage, qui les représentent réellement. Pas des personnes désignées pour pérenniser un système mafieux qui a détruit les valeurs de la citoyenneté et les droits. Donc tout cela, je pense que le peuple algérien en a pris conscience. Il est combattant, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie est de tradition combative pour ses libertés. Cela se remonte à des dizaines de milliers d'années, et aujourd'hui le Hirak, sa demande récurrente, c'est la liberté, c'est les droits, c'est l'égalité, c'est la justice sociale, et tout cela n'est pas présent chez nous depuis l'indépendance, il faut le dire. Votre collectif, est-ce qu'elle a un projet, elle est en train de monter prochainement? Alors, notre projet est évidemment, nous sommes pas en attente, mais nous sommes pour une assemblée constituante, par exemple. Nous sommes une assemblée constituante parce que seule l'assemblée constituante va représenter réellement des personnes élues par le peuple, c'est-à-dire que la souveraineté populaire va se prononcer à travers l'assemblée constituante et une nouvelle constitution. Voilà. Cette assemblée constituante aura pour rôle uniquement de préparer une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum au peuple et qui va devenir l'acte de naissance d'un État nouveau, d'une nouvelle république. Donc, il est hors de question que des représentants désignés fassent ce travail. Il faut que ce soit l'émanation du peuple. Il faut récupérer la souveraineté populaire. Et ça, elle est fondamentale. Et vous avez, je crois que c'était ça l'initiative que vous avez fait dernièrement, dont vous m'avez parlé, c'est ça? Oui, l'initiative, donc j'avais effectivement au départ, avant qu'il y ait les élections présidentielles, j'avais fait une proposition, j'avais fait une contribution sur le Watan pour parler d'une mini-constitution. Cette mini-constitution, en fait, elle résume les revendications légitimes du peuple. J'ai fait un effort de synthèse des revendications des manifestants du 22 février à ce jour. D'accord, vous l'avez fait avant le 22 février, ça? Je l'ai fait avant le 22 février et je l'ai diffusé le 11 septembre 2019. Les revendications essentielles donc du Hirak sont un État civil et non militaire, un État de droit avec séparation des pouvoirs, la démocratie qui garantit l'alternance au pouvoir et qui permet le contrôle populaire, et une représentation légitime, une justice sociale. Hein? Tout à l'heure, vous avez parlé de quels sont les droits fondamentaux. La justice sociale, c'est le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé, le droit, etc., le droit à l'éducation, l'égalité homme-femme, les droits humains, tous les droits humains, la liberté d'expression, les libertés politiques et d'association. Mais pourquoi vous avez pris autant de temps pour diffuser, pour la partager? Vous l'avez faite avant février? Non, c'est vrai que c'est une idée déjà qui faisait partie du collectif de l'initiative de l'ALC, que nous avons initié, mais on voulait quand même... Mais vous avez mis un peu de temps quand même, jusqu'à septembre. Pourquoi septembre? Je vais vous dire pourquoi septembre. Parce qu'il y a des velléités de présenter des candidats aux élections présidentielles, déjà le 5 juillet, etc. Mais le peuple algérien a refusé ces élections. Il demande un État civil et un État de droit. Et un État civil ne peut pas se faire par les mêmes personnes qui ont désigné les précédents présidents. Donc, et nous avons fait la synthèse des revendications des 6 ou 7 mois auparavant, parce que les revendications étaient, on va dire, elles n'ont pas été dites d'un coup. Les revendications ont été progressives. Au départ, on a refusé l'élection présidentielle. Ensuite, on a demandé le départ de certains, etc., le départ de la SAP, et ainsi de suite.
Et après, se sont greffées les revendications fondamentales et qui bâtissent un état de droit. Et c'est pour ça que j'en ai fait la synthèse. D'accord. Voilà. Alors c'était une sorte de synthèse. Une véritable synthèse qui reflète exactement les revendications du Hirak. Et ces fondamentaux, que sont un état civil, un état de droit, une démocratie, une justice sociale, l'égalité hommes-femmes, les droits humains, la liberté d'expression, liberté d'association, liberté politique, etc., sont des fondamentaux qui doivent être le ciment d'une nouvelle constitution. Faute de quoi, on va reproduire, on va faire des réformettes, on va reconduire l'ancienne constitution qui est obsolète et dépassée. D'accord. Et est-ce qu'il y avait eu un retour Le après retour, la diffusion de... le retour a été très positif puisque j'ai reçu d'abord sur Internet, sur mes pages Facebook, des encouragements. Et lorsque nous discutons avec les citoyens, ils ont vraiment applaudi. Et je crois que ça nous encourage à aller très loin. Et j'espère que ces revendications feront l'objet de la nouvelle constitution qui sera faite par l'Assemblée constituante, élue par le peuple algérien et non désignée par le pouvoir. D'accord. Et que pensez-vous du dialogue, du fameux dialogue qu'a lancé le président Abdelmadjid Tebboune? D'abord, je considère que... Il y a plusieurs personnes qui ont répondu, qui sont d'accord avec le dialogue. Je crois que c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue, entre eux. C'est pas un dialogue avec le peuple algérien, parce que le peuple qui sort tous les vendredis et les mardis, sont contre le dialogue. Ceux qui sont pour le dialogue, c'est les alliés du régime précédent. Ils veulent se pérenniser, maintenir le même régime et la même façon de gérer ce pays. Donc, ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue, c'est une discussion de café entre amis. Parce que le dialogue, s'il doit y avoir un dialogue, c'est un dialogue entre le peuple algérien. Qui est clair et net sur ses revendications. Voilà, et ce sont les revendications qui sont prononcées. C'est le peuple algérien, quand il va il est déjà en train de dialoguer dans la rue, et tous les jours, il y a des groupes qui se forment, ils dialoguent, ils discutent, etc. Et il en ressort les fondamentaux que j'avais cités précédemment. Il en ressort les fondamentaux que j'avais reçus précédemment, et que le pouvoir qui a mené le pays en faillite, le régime et les personnes qui ont mené le pays en faillite n'ont pas le droit et la légitimité de conduire ou de refaire une nouvelle constitution. Parce que le mode opératoire qu'ils ont utilisé, c'est un mode opératoire illégitime. Le président, il était légitime. L'Assemblée nationale est illégitime. Ceux qui vont rédiger la Constitution, c'est des technocrates au service d'une mafia politico-financière, donc illégitime. Donc tout ce qui s'y fait est illégitime, donc va pousser l'Algérie à une impasse, et Yarbi Starna à une impasse qui risque de nous mener très loin. Moi, ce que je souhaite à mon pays, c'est un pays apaisé, avec un peuple souverain de ses richesses, souverain de son territoire, souverain de... Et toutes les institutions de l'État sont au service du peuple et non l'inverse. Parce que nous assistons, dans notre pays, à un asservissement du peuple au service d'un État. En parlant d'État, je parle des institutions de l'État qui se sont accaparées la souveraineté contre le peuple et non pour le peuple. Ça, c'est un problème. Un État de droit va nous amener à inverser les choses, c'est-à-dire que les institutions de l'État, donc ces institutions vont être au service du peuple. L'armée, par exemple, sa mission est de protéger le territoire national, etc., etc. Donc, à chacun, effectivement, à chacun son rôle, mais au service du peuple algérien, et non l'inverse. Parce que ce qui a amené cette révolution, c'est parce que le peuple algérien est spolié de ses droits. Au lieu d'être souverain, il devient sujet. Et c'est pas normal. Un dernier mot, monsieur Aberkan. Merci. Donc, ce que je souhaite, c'est effectivement que l'Algérie reste unie. Nous n'avons pas de pays de rechange. Et la LC,
l'Alliance pour les libertés et la citoyenneté, qui j'espère va fédérer l'ensemble des forces vives de ce pays, va contribuer énormément à ce que l'Algérie sorte de cette impasse et que la souveraineté citoyenne soit retrouvée. Merci. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir tenu cette interview avec nous. Je vous remercie. Je dis merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro.